Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à travers sur la télévision Pacifique, votre télévision. Aujourd'hui, nous recevons à travers Stevens Grégoire Gabriel. Il est le vice-président général d'Eloquence Club de Plaidoirie. Steven, merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Pacifique. Merci de l'avoir répondu également. Bonsoir Ralph et bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé Pacifique. C'est pour moi un honneur et un privilège d'être ici cet après-midi pour parler d'Eloquence Club de Plaidoirie, pour parler de débat dans toute son intégralité. Sans doute avec beaucoup d'éloquence. Ah, merci. Voilà, Steven, Eloquence Club de Plaidoirie s'investit dans la formation des jeunes, notamment en matière de débat. Vous organisez des spectacles de plaidoirie que vous baptisez Plaidorama. J'espère que je ne me trompe pas. Non. Et d'abord, le club a été créé en 2013. Est-ce qu'il y avait ce besoin-là, le besoin de créer un club éloquence de plaidoirie? Absolument. Le club est créé par Maître Emmanuel Gentil. C'est lui le fondateur avec deux autres amis. Il a vu la nécessité de créer ce club parce qu'en tant que professeur à l'université, il enseigne à l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves et d'autres universités privées de la place. Il a jugé nécessaire de créer cette initiative parce qu'il a vu cette carence en débat. Le débat, généralement, c'est un sport intellectuel qui stimule le pratiquant à se perfectionner, à avoir beaucoup de culture générale, à s'améliorer au jour le jour. Et ce qui arrive, il a pu remarquer que dans les espaces universitaires, il n'y a pas d'espace d'entraînement. Quand on crée un club de débat, c'est un espace d'entraînement. Et les jeunes, ils sortent directement de l'université et rentrent sur le marché du travail. Donc, les premières erreurs qu'ils auront à commettre dans la vie, c'est sur le marché du travail. Donc, en créant un club, on crée un ring où les jeunes pourront s'entraîner, pourront échanger des idées autour d'un ensemble de sujets, des sujets vraiment vastes. Et à ce moment, le jeune commence à avoir la pratique de l'oratoire, la pratique du débat et aussi la pratique de la tolérance. Parce que dans un débat, on doit être tolérant parce qu'on sait qu'on a un point de vue, mais l'autre aussi, il a un point de vue. Et cela vous confère aussi la discipline. Parce que vous savez, en tant que débatteur, vous avez un temps de parole, vous avez un sujet, parce que le débat, c'est aussi une activité chronométrée, planifiée, documentée. Donc, pour Maître Emmanuel Gentil à l'époque, c'était une nécessité, c'était une obligation de le faire. Voilà. En fait, vous dites qu'un débat, c'est quelque chose de chronométré, de planifié. Alors, ça fait arriver une question. C'est qu'est-ce qui va différencier les débats que vous organisez au club de plaidoirie et tous les débats, si on peut les appeler débats, d'ailleurs ça va être la question, qu'on peut rencontrer, qu'on envoie au champ de Mars, où les gens se rencontrent, discutent autour d'un sujet, discutent autour d'une idée. On sait au champ de Mars, à Port-au-Prince, il y a ça comme activité également intellectuelle. On sait aussi que dans certaines universités, certaines facultés de l'Université d'État, il y a des espaces où les étudiants discutent beaucoup, échangent beaucoup, débattent beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va différencier ces activités-là, également de production intellectuelle, de production de pensée, de ce que vous faites vous-même? Exactement, je pense que tu as utilisé le verbe qu'il fallait, discuter et puis débattre d'un autre côté. C'est-à-dire, en tant que débatteur professionnel, pour moi, le débat, c'est une activité professionnelle. On apprend à le faire. On ne naît pas débatteur, on le devient. Parce que le débat est aussi une discipline qui est liée à la science, c'est-à-dire qu'il y a un schéma scientifique. Ce qu'on fait au Champ de Mars, ce sont des discussions. Bon, il y a des personnes qui appellent ça le débat informel. Bon, disons, ce sont des concepts qu'on essaie d'utiliser pour qualifier l'activité. Oui, mais excusez-moi, juste une petite parenthèse. Vous dites en tant que débatteur professionnel, cela suppose que parallèlement, il y a aussi des débatteurs amateurs. Oui, on peut le dire ainsi parce que le débat maintenant est galvaudé, vu que tu sais qu'il y a, il y a un aspect péjoratif. Il y a un aspect péjoratif à toute chose. Donc, on peut dire que ça, c'est l'aspect péjoratif du débat. Mais on ne fait pas la roue, on ne fait que tourner la roue. D'ailleurs, pour faire un débat, il faut dire dans quel format est-ce qu'on le fait. Voilà, c'est pourquoi il y a plusieurs formats de débat qui sont créés. Exactement. Donc, ce que font les autres, ce sont des discussions, ce sont des échanges. On peut faire un dialogue. Mais dès qu'on dit débat, cela rentre dans un autre champ, un champ professionnel, un champ préparé, structuré. D'ailleurs, ce qui est le plus important, c'est que le débat est toujours structuré.
C'est comme lorsqu'on dit on va faire une dissertation. On peut beau écrire, mais ne dites pas que vous avez fait une dissertation. Vous pouvez beau écrire, mais ne dites pas que vous avez produit un article. Dès qu'on dit article, il y a un schéma de production de Notamment l'article. si vous parlez d'articles de presse. Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le champ. Et bien, c'est de même lorsqu'on dit débat. Lorsqu'on dit chanter, ce n'est pas vociférer. Il y a faire du bruit, il y a chanter. Donc, lorsqu'on dit débat, il faut rester dans le débat qui est totalement différent de ce que vous Non, mais regardez. écoutez, est-ce que vous êtes en train de nous dire que si ça ne se fait pas suivant comme vous, alors comme les débatteurs professionnels le font, ce n'est pas du débat du tout. Est-ce que vous êtes en train de dire que les gens qui discutent entre eux, qui échangent, qui essayent des fois de trouver certaines solutions ou de proposer certaines choses par rapport à certains problèmes qu'ils observent dans leur quartier ou tout le reste, est-ce que ce n'est pas des échanges aussi valables que ce que vous appelez débat professionnel? Oui, c'est échange, mais là, je vais entrer dans un autre champ. On appelle ce genre de choses des négociations. Par exemple, une négociation est différente d'un débat. Par exemple, dans un débat, il y a fort souvent deux parties, il y a fort souvent une alternative qui va gagner, qui va remporter la victoire. Il y a un sujet de débat et le débat n'est pas spontané. Le débat est planifié d'avance. Je sais que je vais débattre avec X et je vais débattre dans tel format, j'aurai besoin de temps, nombre de temps, j'aurai temps, nombre de temps de parole, tandis qu'une négociation peut durer beaucoup de temps parce que là, dans la négociation, il y a une alternative. Il faut trouver une entente. Par exemple, et la négociation prend naissance dans un conflit ou bien lorsqu'il y a un conflit à l'horizon. C'est-à-dire on essaie de faire l'évitement, on évite le conflit et on négocie pour éviter ce conflit. Mais le débat n'a pas pris naissance forcément dans un conflit. N'a pas pris naissance forcément. Forcément. Voilà. C'est-à-dire ça peut arriver qu'il y ait un conflit et on choisit de faire un débat pour, comment dirais-je, pallier à ce conflit. C'est-à-dire le débat peut être une alternative dans un conflit. Autant que la négociation peut être une alternative. Autant que les bons offices aussi peuvent être une alternative. Mais le débat maintenant est différent. Dès qu'on dit débat, maintenant, il faut l'organiser en tant que débat. Et si on dit négociation, maintenant, il faut l'organiser en tant que négociation. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas trouver une façon d'entrer dans le jeu en disant clairement qu'il y a des activités, qu'il y a des débats d'ordre académique et d'autres qui ne sont pas forcément d'ordre académique? Moi, je ne me permettrai pas de le dire ainsi parce que je pense que ça aurait été profaner mon domaine d'activité. Parce que je vais vous dire, bon, je vais te dire, toi personnellement, et je vais aussi le dire aux téléspectateurs. N'oubliez pas que ceux qui regardent à travers aujourd'hui sont peut-être des profanes. Absolument, et peut-être qu'il y en a aussi qui sont professionnels. Qui s'y connaissent, certainement. Je vais te dire ce qui m'était arrivé. J'aimais parler, j'aimais discuter. Puisque débattre, c'est parler, débattre m'intéressait. Le débat m'intéressait. Débattre, c'est parler. Oui, débattre, c'est parler. Débattre, c'est s'exprimer. C'est s'exprimer. C'est s'exprimer. Débattre. Alors, c'est bizarre. Écoutez, est-ce que vous allez me dire la marchande que je rencontre devant, je lui parle, je débat. S'exprimer n'est pas débattre. Mais vous le disiez tout justement là. Non, mais c'est l'inverse. S'exprimer n'est pas débattre, mais débattre, c'est s'exprimer. Alors là, il y a cette nuance. Absolument. Alors là, ce qui m'attirait, c'est que vu que je sais qu'à travers le débat, je vais pouvoir m'exprimer, cela m'intéressait. Et j'ai été deuxième gagnant d'un concours alors que je n'étais pas encore débatteur professionnel. J'étais dans l'amateurisme. Mais j'étais toujours éloquent. Et l'éloquence, maintenant, c'est un élément dans le débat, mais ce n'est pas le débat. Quelqu'un peut être très éloquent, mais n'est pas un très bon débatteur parce qu'il y a tout un ensemble d'autres éléments qui doivent accompagner l'éloquence. Voilà. C'est comme l'éloquence, c'est comme l'accent qui est sur le « e » d'éloquence, qui fait que « e » n'est plus « e », devient « e ». Absolument. Alors, c'est juste un élément. Sinon, on passe à côté. On passe totalement à côté. Mais lorsque je suis rentré à Eloquence Club de Plaidoirie, c'est à ce moment que j'ai compris qu'il y avait toute une littérature qui était déjà faite autour du débat, qu'il y a des auteurs. C'est à ce moment que j'ai découvert Melvin Tolson, j'ai découvert Chaim Perelman, j'ai découvert Steve Johnson. C'est-à-dire, j'ai découvert tout un ensemble d'auteurs qui parlent de débat. C'est à ce moment que j'ai découvert le format Douglas & Cohn, le format parlementaire britannique. Voilà, on y arrive tout justement. Est-ce qu'il y a, parlons des divers formats qu'il y a en termes d'organisation, de planification de débat par rapport à la perspective, bien sûr, d'Eloquence Club de Plaidoirie. Et parlez-nous du format gentil que vous avez vous-même créé, si vous voulez bien, au sein du club. Cette question me plaît beaucoup parce que cela me donne l'opportunité d'honorer Maître Emmanuel Gentil,
qui a créé Maître, c'est avocat. Oui, il est avocat. Voilà. Il est avocat au barreau du Cap-Haïtien et il est professeur à l'université et aussi criminologue. Voici ce qu'il y a. Comme je te le disais tout à l'heure, dès qu'on dit débat, il y a le format. Ouais. Le format décrit plusieurs éléments. Premièrement, combien de débatteurs auront à prendre la parole? Dans quel rythme que ces débatteurs vont prendre la parole? Qui va lancer le débat? Et quel est le rôle de chaque débatteur dans le format et combien de temps est imparti à chaque débatteur? Et c'est pourquoi il y a maintenant plusieurs formats de débat qui sont créés à travers le monde. Par exemple, il y a le format Douglas-Lincoln. Le format Douglas-Lincoln, c'est le format présidentiel, c'est-à-dire c'est one-man show. Un débatteur face à un débatteur. C'est un format qui a pris naissance aux États-Unis. C'était lors d'un grand débat qu'il y avait eu entre le président Douglas Lincoln, entre le président Abraham Lincoln et un sénateur appelé Douglas. Et c'était un débat historique et de ce débat a pris naissance le format Douglas-Lincoln, c'est-à-dire Voilà, on a adjoint les deux noms et ça donne le format. Douglas-Lincoln. Et ensuite, il y a le format parlementaire britannique, c'est le format le plus utilisé à travers les universités européennes. C'est un format qui se joue de deux, c'est-à-dire c'est une imitation comme on le dit, le format parlementaire britannique. C'est une partie à l'opposition et une partie qui représente la couronne et ensuite le Premier ministre, c'est-à-dire c'est deux. C'est un format qui se fait avec deux débatteurs de chaque côté. Il y a aussi le format Roll Style. Et il y a le format Karl Popper. C'est un format qui est très connu en Haïti. C'est ce format qu'utilise Focal. C'est un format qui se fait avec 3 débatteurs de chaque côté, une partie réfutation et une partie affirmation et une partie réfutation. Je crois qu'il y a un grand film, peut-être que tu as vu, c'est Les Grands Débatteurs. Avec Denzel Washington. Denzel Washington. Oui, c'est plutôt le format parlementaire britannique parce que tu as vu que c'est 2-2. C'était 2-2. Dans ma tête, il y avait 3, mais tu as raison. Oui, c'est 2-2. Et ensuite, ce film, c'est un film qu'on regarde souvent et qu'on prescrit à nos débatteurs. Il faut regarder ce film pour trouver beaucoup d'inspiration. Absolument. Mais le format gentil, c'est un format qui se joue avec 4-4. 4 débatteurs. Le format gentil. Oui, le format que vous préconisez au sein de l'Ocos. Exact. C'est un format qui est créé par Maître Emmanuel Gentil et nous préconisons ce format. C'est dans ce format que nous jouerons nos plaidoramas que je vais vous définir tout à l'heure. Le format gentil, c'est 4-4 et nous appelons nos débatteurs avocats-débatteurs parce que nos débats ont un fond juridique. C'est-à-dire nos débats se ramènent un peu vers le droit, mais n'est pas totalement juridique. Et ces 4 avocats débatteurs, il y a une partie qu'on appelle partie demanderesse, c'est la partie qui défend l'affirmative, et il y a une partie qui est la partie défenderesse, c'est la partie qui défend la négative. Et ensuite, les débatteurs prennent la parole à tour de rôle. Mais logiquement, c'est comme ça, non? Dans tous les formats, il y a toujours une partie qui défend une... Oui, une partie pour, une partie contre, mais seulement les appellations vont être différentes parce que nous autres, nous parlons de partie demanderesse et partie défendresse, tandis qu'il y a d'autres formats qui parlent de... Par exemple, le format parlementaire britannique, on ne les appelle pas ainsi. On parle de la couronne et on parle de l'opposition. Mais la couronne, généralement, c'est la partie affirmative et l'opposition, c'est la partie négative. C'est-à-dire, il y a tous ces jeux, tous ces schémas dans le débat. Et dans le format gentil, c'est-à-dire, le premier prend la parole dans la partie demanderesse et puis la partie défendresse, le premier avocat débatteur vient et fait une réfutation. Et généralement, comme on lance le débat dans le format gentil, on commence avec ce qu'on appelle un exposé factuel, c'est-à-dire une histoire qui raconte les faits, généralement, les faits de manière centrée. Maintenant, il y a le premier avocat débatteur de la partie demanderesse qui va... Les faits de manière centrée. Centrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste ce les faits. Qui est. Voilà. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est comme ça. Si vous voyez, par exemple, dans un procès ou bien dans ce débat, puisqu'on est pour ou bien on est contre, si l'histoire parle de quelqu'un, c'est-à-dire il y a la partie demanderesse qui va défendre une position et la partie défendresse qui va défendre une autre position. Donc, il revient maintenant aux deux parties de recontextualiser. Si on a un exposé factuel qui raconte les faits de manière centrée, il faut que vous, lorsque vous preniez la parole en tant que partie demanderesse, vous penchez la balance un peu de votre côté et c'est idem pour la partie défenderesse. Et puis ensuite, il y a les deux autres avocats débatteurs qui vont avancer les premiers arguments solides. Et quand je parle d'arguments, c'est ça qui va faire maintenant la différence entre un débatteur professionnel et un débatteur amateur. Ça veut dire? Nous autres débatteurs professionnels, nous débattons avec des arguments. C'est le cas dans certaines facultés de l'UF? Pas forcément. Je vous dis que c'est le cas. Ça veut dire que c'est pas... Je ne dis pas forcément parce que je me demande est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'est un argument. Est-ce que vous êtes en train de dire que des étudiants
saurais pas ce qu'est un argument. Ça peut arriver. Parce que dans Des un débat, étudiants en sciences humaines, par exemple, et sociales. ça aurait pu arriver. Non, écoutez, moi, je sais pas. Je sais également, je sais que dans le cursus de beaucoup de beaucoup de facultés là, c'est clair que ce sont des éléments fondamentaux qu'ils doivent définir, qu'ils doivent produire en termes Oui. de production. Mais à ne pas oublier que moi aussi, je suis étudiant. Et lorsque j'ai rencontré l'Eloquence Club de plaidoirie, j'étais déjà étudiant en droit. J'étais étudiant finissant en droit. Où vous n'êtes pas censé avoir, où vous n'êtes pas censé parler argumentation. Alors, certainement vous allez parler argumentation, mais où dans votre cursus, il ne faut pas voir ça comme élément, ou vous n'êtes pas obligé de voir ça comme Oui, élément. j'ai entendu parler d'arguments. J'ai lu arguments. J'ai préparé des argumentations lorsque j'étais à l'université jusqu'à présent. Mais en débat, argument veut dire quelque chose de très précis. D'ailleurs, l'argument, c'est l'élément fondamental dans un débat. Ok. Et ce qui arrive, c'est que de manière standard, un argument en débat, c'est très complexe. Généralement, un argument est composé de 3 parties dans un débat. Lorsque vous construisez un argument, il faut premièrement qu'il y ait une assertion. C'est différent d'une dissertation. Lorsqu'on est dans un débat, à ne pas oublier que le débat revêt 2 parties. Une partie écrite, c'est le texte, le corpus maintenant, et une partie orale. Dans ce qu'on va dire, il y a une façon de construire le texte afin que cela soit clair. Parce que l'objectif du débat et l'objectif d'un débatteur, c'est de convaincre un auditoire. C'est-à-dire qu'il faut parler aux gens. Convaincre à quelle fin déjà? Convaincre pour Non, à quelle fin? asseoir sa position. Parce que lorsqu'on débat, on est en train de défendre une cause. On est en train de défendre une position. Et puisqu'on a une partie en face, maintenant, il faut convaincre le jury et il faut convaincre l'auditoire pour dire que nous avons raison. Par exemple, on a un sujet et dans ce sujet, il y a une partie qui est pour, il y a une partie qui est contre. Et si je suis pour, je suis là pour convaincre le jury que j'ai raison, que ma position est la meilleure. Et alors, excuse-moi, je t'interromps un peu. L'idée, c'est d'abord, pour faire court et aller vers tout. Vous disiez avant là, c'est qu'il y a 3 parties généralement dans un argument. Absolument, si on y restait un peu. J'ai parlé de l'assertion. L'assertion. L'assertion, c'est une phrase affirmative qui définit votre position. Clair. On voit clairement quelle est votre position et de quoi est-ce que vous allez parler. Définitivement. Et généralement, l'assertion est une phrase affirmative. Ouais. La phrase négative, vous devez la transformer en phrase affirmative. Deuxièmement, il faut qu'il y ait 3 appuis. Si vous avancez, vous dites que Dieu est noir, par exemple, il faut avancer des pourquoi. Dieu est noir parce que, Dieu est noir parce que. Si vous dites que, par exemple, on a ce débat qu'on aime faire sur le quota. On dit que le quota favorise la médiocrité. Ça, c'est une assertion. C'est ma position. Peut-être que vous pouvez ne pas être d'accord. Ça, c'est votre position. Mais moi, j'argumente. Et là, de l'idée que le quota favorise la médiocrité, vous avancez 3 faits. Soit des statistiques, soit des faits, clairs, etc. Voilà. Et puis ensuite, on termine avec la 3e partie qui est l'inférence. L'inférence, c'est un lien subtil qu'on crée en concluant un argument. C'est-à-dire, ça, c'est subtil, mais le professionnel va voir. C'est une certaine conclusion, une synthèse. Exactement. Qui peut mais être ça une se phrase. fait normalement, c'est normal, quoi. Bon, je trouve que c'est le b.a.-ba. Il n'y a pas grande différence. Pour moi, personnellement, il n'y a pas de différence entre cette façon de définir le débat en termes de plaidoirie, en termes de plaidoirie, j'ai bien dit, pardon. Oui, bien sûr. Et argumentation au milieu universitaire, normalement, je ne sais pas. C'est différent. C'est différent. J'en vois pas, en tout cas. C'est différent parce que je vais te montrer. C'est très différent. Je suis dans le milieu et moi, je suis professeur en débat et je vois les nuances. Et de plus, je vais te dire ce qui arrive. Nuance, vous dites, pas différence. Je vais te montrer ce qui arrive. Voici ce qui arrive. Par exemple, tu vois, le jour où tu viens au club, si tu viens au club et tu veux être débatteur, il faut que tu vides ta tasse. Les gens qui viennent et qui pensent qu'ils ont appris tout un tas de choses à l'école et qui viennent et qui essaient de nous imposer des choses, certaines fois, on les laisse faire. Et lorsqu'ils sont en face du public, ils comprennent qu'il manque des choses. Parce que moi, j'étais ainsi. Lorsque je suis rentré, par exemple, je vais te montrer. Écoute, tu vas comprendre. Si on dit à quelqu'un, tu sais, tu as un sujet. Ce sujet, c'est un sujet qui demande une argumentation évaluative. Ouais. Oui, vous pouvez être universitaire, mais ça, c'est un domaine professionnel. Lorsqu'on vous dit une argumentation évaluative, on va vous montrer maintenant comment construire un argument évaluatif. Tandis que vous pouvez aussi choisir une argumentation descriptive. Ou analytique. On ne fait pas d'argumentation analytique,
mais de préférence des argumentations relationnelles. C'est ça le langage, c'est ça le concept. Ah, le langage, le concept. Ouais, c'est ça. Alors en fait, Il y a un jargon dans le domaine. Alors c'est le micro-langage qui va faire toute la différence. Pas forcément. Non seulement le langage, mais c'est aussi le contenu. Non, je parle du micro-langage, comme vous dites, le jargon. Oui, voilà. je te dis que non seulement c'est le langage à un certain niveau, mais c'est aussi le contenu, la technicité. Et aussi, lorsqu'on fait une formation, on le fait à 3 niveaux. Premièrement, un niveau théorique. Oui, avec les théories, vous pouvez comparer vos théories avec ce que nous vous donnons. Mais un niveau technique, parce qu'il y a une façon maintenant de mettre en pratique cette théorie. Et puis, troisièmement, un niveau tactique, l'expérience du débatteur. Voilà. On avance. Stevens, fondé le 24 juin 2013, cela fait bientôt 5 ans. Comment avancez-vous? Quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés? Comment est-ce que vous faites pour surmonter ces obstacles-là? On peut dire on a 4 minutes maximum. Le plus grand obstacle, c'est le manque de support. C'est-à-dire, pendant qu'on fait quelque chose de très fondamental, quelque chose qui est très utile et qui apporte beaucoup de résultats, qui transforme la vie de beaucoup de jeunes, qui permettent à des jeunes d'affronter leur peur des groupes importants, d'affronter leur timidité, tandis qu'on se retrouve qu'on n'est pas apprécié comme on l'aurait voulu. On est apprécié. On ne peut pas dire qu'on est à 0, mais on n'est pas encore apprécié comme on aurait dû être apprécié par rapport au poids de ce qu'on fait. Par exemple, nous avons notre tout dernier spectacle que nous avons réalisé où nous avons fait venir la fédération, bien qu'on aura à en parler. Certainement. Mais on a écrit 43 institutions, seulement 2 institutions ont répondu. Mamma mia. C'est-à-dire, cela dit qu'on fait quelque chose, on se donne à quelque chose. Maître Emmanuel Gentil, par exemple, il se sacrifie pour former les jeunes. Ce n'est pas rentable ce que nous faisons. Généralement, lorsque nous organisons les spectacles, il n'y a pas moyen de faire un paywall après pour dire à chacun, bon, voici ce qu'on vous donne. C'est un système qui fonctionne sur le bénévolat, sur le volontariat. Donc, ce n'est pas rentable. Et ce que nous exigeons toujours à tous ceux qui nous écoutent et surtout les autorités, ceux qui ont les moyens, nous avons le savoir-faire. Eh bien, nous demandons à ceux qui ont les moyens d'investir dans ce que nous faisons. Et à ce moment, si par année nous formons 100 jeunes, nous aurons la possibilité de former 10 000 jeunes. Et cela créerait toute une différence dans le pays. Parce que la pratique du débat vous donne beaucoup de choses. Un débatteur ne peut pas se permettre de ne pas lire. Un débatteur ne peut pas se permettre de ne pas maîtriser son langage. Parce que son langage ou bien la langue de débat, c'est un outil, c'est une arme. Et ce qu'on apprend dans le débat, on les apprend pour toute la vie. C'est clair. Donc, on pourra créer de meilleurs intellectuels à travers la pratique du débat. Maintenant, on a le ministère de l'Éducation nationale qui nous a donné une autorisation pour faire nos formations qu'on appelle DALFI, formation initiale en débat, argumentation et logique. Donc, nous sommes en train de développer des partenariats avec des écoles. Nous prenons les intellectuels à la base. Nous les prenons depuis l'école classique et nous essayons de les inculquer cette pratique, cette culture de débat. Et à ce moment, lorsqu'ils seront à l'université, ils seront de meilleurs intellectuels parce qu'ils ne seront pas paresseux, parce que dans le débat… Alors, est-ce que je dois comprendre que vous êtes en train de réduire en meilleur intellectuel à quelqu'un qui sait débattre? Pas forcément, mais ce que vous faites, ce qu'on vous exige dans le débat pour devenir un débatteur va avoir une répercussion sur votre qualité intellectuelle. Voilà, le temps de la pause, Grégor, on revient. On va continuer à parler de l'expérience du club Éloquence, club de plaidoirie. Voilà. Avec plaisir. Et voilà, le temps de la pause, je suivais à travers sur la télévision Pacifique. Aujourd'hui, nous recevons Grégor Gabriel, qui est vice-secrétaire général de l'Éloquence Club de plaidoirie. On revient après la pause. À travers sur la télévision Pacifique. Aujourd'hui, nous recevons Grégor Gabriel, qui est le vice-secrétaire général de l'Éloquence Club de plaidoirie. Avant la pause, vous nous disiez Grégor, Stevens Grégor, mais je saute entre Stevens et Grégor. Oui, ce qui ne dérange pas trop. Voilà, ce qui ne dérange pas trop, ce qui dérange quand même. Oui. Voilà. Avant la pause, on parlait de l'utilité du fait que vous formiez des débatteurs, de l'importance que ça a dans la formation des personnes qui reçoivent cette formation. Vous avez
au sein de l'Éloquence Club de plaidoirie, neuf formations que vous Oui, offrez aux gens. oui, c'est pour l'année de... Absolument, parlez-nous un peu de ces formations. OK. Ces 9 formations, c'est notre bilan pour l'année 2017. Là, maintenant, déjà pour 2018, on a déjà réalisé plus de 4 formations et on aura une formation très bientôt. J'aurai le temps de vous en parler. Ah, Alors, ce qu'on a fait, on a organisé des formations sur ce qu'on appelle le DAL, débat avec S, plusieurs débats, parce qu'on vous parle de débat, les différents formats de débat, la philosophie du débat, etc. Maintenant, l'argumentation. On vous montre les différents modes d'argumentation, les différents types d'arguments et d'argumentation. C'est-à-dire, on vous arme pour pouvoir pratiquer le débat. Et puis, la logique. Parce que la logique, maintenant, c'est le fond. C'est comment construire une argumentation avec un fil conducteur, normalement. de sorte qu'il puisse y avoir cohésion et cohérence Absolument. Et c'est cette cohésion et cette cohérence qui va vous permettre de convaincre les gens. Parce que si on ne vous comprend pas, vous ne pouvez pas convaincre. Passer à côté. Mais on a aussi organisé d'autres formations, comme par exemple, on a organisé une formation sur le tourisme sexuel sur les mineurs. Tourisme sexuel sur les mineurs, oui. Ça, c'est lorsqu'il y a des étrangers qui rentrent en Haïti et qui pratiquent la pédophilie et aussi l'homosexualité avec des jeunes. Parce que Haïti, c'est un pays défavorisé. Donc alors, vous restez sur le cas d'Haïti seulement ou vous voyez tous cela comme une pratique mondiale? C'est mondial, mais on a pris le cas d'Haïti puisque la formation a eu lieu en Haïti. Il y a eu un cas aussi qui s'est passé en Haïti qu'on avait étudié. Mais c'était avec Ward Katabi. Ward Katabi, il est un ancien agent fédéral de la police américaine. Il était venu, il est aussi d'origine française, il parle français. Et c'était beaucoup plus facile pour assurer la communication avec l'auditoire. Et on avait fait cette formation, c'était au mois de juin 2017. Il y avait beaucoup de participants et on a essayé de faire le parallèle entre une loi américaine qui est le Protect Act avec la législation haïtienne pour voir dans quelle mesure on pourrait appliquer ou bien on pourrait, comment dirais-je, importer cette loi en Haïti parce que le tourisme sexuel, ce n'est pas quelque chose qui concerne le monde seulement, ça concerne aussi Haïti. Importer la loi, Protect Act en Haïti. Oui, on fait une adaptation. C'est-à-dire on voit les grandes lignes de cette loi et quelles sont les limites de cette loi par rapport à la réalité. Et puis, on essaie d'intégrer. On n'allait pas appeler cela Protect Act, mais on allait prendre les grandes lignes et l'incorporer dans la législation haïtienne. C'est-à-dire, cela montre que non seulement nous faisons des formations de débat, des fois nous cherchons d'autres thématiques qui peuvent intéresser la communauté ou bien la communauté intellectuelle par rapport à la réalité du pays et puis on vient avec ces thématiques. Mais entre autres, nous avons aussi réalisé des spectacles parce que le club est à deux têtes. Formation et puis spectacle. Formation en débat en majeure partie pour montrer aux gens ce que c'est que le débat. De la pensée à l'action. Exactement. L'action maintenant, les plaidoramas. Plaidoramas, c'est une compagnie au sein d'Éloquence Club de plaidoirie. C'est la tête économique d'Éloquence Club de plaidoirie, mais c'est une compagnie en construction, c'est-à-dire on est en train de chercher des alliés afin de créer une compagnie solide. Et ce qu'on fait, c'est nous prenons les débatteurs que nous formons, et puis maintenant, nous les passons par notre moule. Ce moule, c'est Plaidorama Training Time. Nous nous entraînons chaque dimanche au Collège canado-haïtien de 2h de l'après-midi à 6h. Et puis maintenant, les débatteurs ou bien les jeunes qui émergent, qui montrent qu'ils ont un niveau de pratique dans ce que nous les avons transmis. Et maintenant, nous les transférons vers Plaidorama pour un spectacle. Le spectacle maintenant montre au public ce que nous faisons, ce que nous transmettons à ces jeunes. Et le spectacle, c'est aussi pour assurer un certain niveau de rentabilité, absolument, pour pouvoir gérer les activités du club. Et on a organisé beaucoup de spectacles, plus de 9 pour l'année 2017. On a organisé, par exemple, quand l'insatisfaction sexuelle féminine devient préjudice, c'était au lycée du 150e, lycée des jeunes filles. C'était une grande lancée. C'était c'était pour la première fois qu'on avait fait un spectacle avec autant de personnes en 2017. On avait fait des petits spectacles, mais on avait fait notre grande lancée devant le grand public. C'était l'histoire, c'était un sujet sur un tabou sexuel, cette question d'un homme qui n'avait pas de pénis et puis qui était dans une relation avec une femme pendant 4 ans. Et puis, ils n'ont jamais été en relation sexuelle pour des causes religieuses parce qu'ils étaient chrétiens, entre guillemets. Et puis, après les 4 ans, ils se sont mariés. Après 15 jours de mariage, pendant les lunes de miel,
ou bien la lune de miel, l'homme n'a jamais voulu avoir de relation sexuelle avec sa femme. Et puis sa femme a joué des tours et a surpris l'homme sous la douche et malheureusement, l'homme n'avait pas de pénis. Qu'est-ce qu'il avait à la place du pénis? Bon, son pénis était tout petit, c'est Ah ben, il y en avait quand même, hein. Oui, c'est un petit pénis. Bon, un pénis. Ben, c'était peut-être pas suffisant, Non, pas il n'arrive suffisant, même pas à être en érection, donc c'est pas par rapport à un homme, c'est Voilà. pas un pénis. Donc ça a créé Voilà. tout un procès. Premièrement, divorce. C'était une cause de divorce. Et ensuite, la dame a esté le monsieur en justice pour réclamer des dommages-intérêts par rapport au préjudice qu'elle suppose avoir et avoir subi. Alors, à ce moment-là, il y a eu deux parties. Et moi, à l'époque, j'étais avocat débatteur de la dame. Et on avait gagné, bien que une deuxième fois, on avait joué et j'avais perdu ce match. C'était au Cap Haïtien. Et on a joué aussi d'autres types de procès. Par exemple, le procès de Judas. Nous sommes venus avec une autre approche. C'est très intéressant. On a joué le procès de Bathsheba. Ouais. Et si Judas n'était pas coupable, comme on laisse... J'ai défendu Judas ce jour-là et on avait encore gagné. Judas n'était pas coupable. C'était une belle thèse. Au contraire, avoir vu un film comme ça qui traite du fait que Judas a été invité par Jésus à faire le travail qu'il a fait. Absolument. C'est un très beau film. C'est ça l'idée parce que il y a toujours une autre manière de voir les choses, une autre façon de dire les choses. On avait fait aussi un procès totalement philosophique. C'était le 24 décembre de l'année dernière. C'était un procès baptisé Rocky mort au vif. C'était à l'honneur de Maître Emmanuel Gentil parce que le 25 décembre, c'était son anniversaire. C'était un procès totalement philosophique. C'est un procès qui s'est joué devant le trône de Dieu parce que le jury, c'était un jury interspatial où il y avait une partie qui était le représentant des anges et une autre partie qui était une délégation des disciples du Maître qui ont été devant le trône de Dieu. Ce qui s'est arrivé, c'est parce que le Maître a eu un accident et pendant cet accident, il a été en coma. Et pendant ce moment de coma, ses disciples se sont dit qu'ils doivent se rendre devant le trône de Dieu pour voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bloqué le Maître. Et c'est à ce moment qu'ils ont vu que les anges ont réclamé le transfert de l'esprit du Maître vers le monde des grands esprits parce qu'ils se disent que la mission du Maître est arrivée, a pris fin. Alors, à ce moment-là, un grand procès a eu lieu devant le trône de Dieu où les anges réclament le transfert du Maître et les disciples réclament maintenant le retour du Maître dans le royaume des mortels. On a eu aussi un autre procès. Quelle partie avait gagné? C'était un match nul. Franchement. Mais avant, tu sais, on n'a pas beaucoup de temps. C'est bien malheureux, c'est très intéressant. Récemment, vous avez organisé, je crois que c'était au mois d'avril. Oui, le 15 avril. Le 15 avril, voilà, je ne voulais pas rater la date. C'est comme ça que... Vous avez organisé un débat assez intéressant autour de la question de la paix. Une équipe française était en Haïti pour ce débat-là. Parlez-nous un peu de cette belle expérience. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est l'équipe haïtienne, fort heureusement, qui avait gagné. Absolument. Vas-y. Bon, en effet, comme je te disais, on a organisé beaucoup de spectacles et nous nous sommes dit que ces spectacles, c'était entre Haïtiens et Haïtiens et on voulait voir ce que nous valons en tant que débatteurs. Et pour le savoir, c'est en affrontant d'autres débatteurs se disant être bons. Se disant être bons. Oui, je dis se disant parce que... Bon, il est bon seulement s'ils arrivent à battre, à gagner. Bon, quand je dis se disant être bon, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Bons. Ok. D'autres débatteurs réputés bons. Réputés bons, c'est mieux dit ainsi. Voilà, vous avez raison. Ok, c'était un peu ronflant, un peu orgueilleux de parler ainsi, ça, je l'admets. Mais ok, d'autres débatteurs, réputés bons. Oui. Alors, c'est à ce moment que nous nous sommes orientés vers d'autres clubs étrangers et nous avons été en contact avec M. David Gonzalez, qui est le président de la Fédération française de débat et d'éloquence. Donc, ce n'est pas un club, mais c'est une fédération d'environ une cinquantaine de clubs. Et lui, il avait choisi de grands orateurs parmi les meilleurs pour venir en Haïti. Et on s'était dit qu'on allait jouer ensemble. Vu l'histoire commune entre ces deux pays, nous avons choisi un premier sujet, c'était la République française est-elle redevable envers la République d'Haïti? Un sujet qui allait créer beaucoup plus de sensations. Oui. Mais c'est un sujet aussi qui débouche sur la politique et définitivement. Il y a des autorités on se rappelle certaines années passées. Et c'est pourquoi il y a des autorités qui n'ont pas voulu que le match se joue sur ce sujet et on est arrivé à une solution. Nous avons joué sur la paix, une réalité ou une illusion. Et c'était pour nous une grande première sur le plan international. Et on a joué ce match dans le format gentil et nous avons gagné. Donc, ce que nous avons pensé, nous nous sommes donné raison et le match nous a donné raison. Nous avons pensé que nous sommes bons. Nous avons pensé que Eloquence Club de Plaidoirie
est en train de faire un très bon travail et cela a été confirmé parce que David Gonçalves, jusqu'à présent, il est le champion en titre 2017 de Sorbonne ou bien champion de France. Bon. Il y avait aussi c'est Adam Kogan. Il est le président d'un club en France qui s'appelle Séveillé. Lui aussi, il a été champion d'un concours. Il y a Juliette Darny qui est présidente d'un club qui s'appelle les Tribuns de Saint-Germain. C'est-à-dire, ce sont des débatteurs qui viennent de la France. Ils sont reconnus en France comme des orateurs. Ils ont été en face. Alors, la paix est-elle illusion ou réalité? Bon, là, je ne sais pas si c'est illusion ou c'est réalité puisque je ne suis pas dans un débat, mais la paix peut être les deux. Ce que vous avez gagné vous-même, c'était Nous avons gagné parce que nous avons défendu illusion à Oui. ce moment-là. Et il y a des gens qui me posent la question, est-ce que si vous aviez défendu réalité, est-ce que vous auriez pu gagner? Peut-être vous auriez pu gagner. Oui, on aurait pu gagner, quelle que soit la position qu'on C'est avait des questions prise. des arguments, de l'argumentation. Exactement. Et de la cohérence, de la cohésion. Là, déjà, tu fais preuve de très bons débatteurs. Ça me fait tousser. Et Tel n'est voilà. pas le cas, ok. Alors, c'était une très bonne expérience pour nous parce que le pays, le pays avait fait le déplacement. Nous avons eu des personnes qui sont venues des Gonaïves, du Cap-Haïtien, de Mirebalais, de Saint-Marc pour venir assister à ce match et c'était super. Nous avons montré que nous pouvons, malgré toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, mais nous pouvons faire de grandes choses si nous nous y mettons avec beaucoup de rigueur et beaucoup de discipline. Alors, quelles sont les perspectives pour Eloquence Club de Plaidoirie? Qu'est-ce que vous avez en tête là? À court terme, nous avons une formation, ce sera pour les 18, 19 et 20 mai, c'est-à-dire cette semaine. C'est une formation encore, nous voulons 18, 19, 20 mai. Ce sera au Collège canado-haïtien. Le prix, c'est 1500 gouttes pour les gens qui veulent participer à cette formation. Ce sera au Collège canado-haïtien pendant toute la journée. Et le 20 se soldera avec un procès à l'honneur de Maurice Sisto. Nous allons jouer un procès sur l'histoire de Gomoso. Gomoso, champ de Mars, arrêté par un gendarme. L'arrestation de Gomoso. Ouais. C'est-à-dire, nous voulons voir est-ce que l'arrestation était légale ou est-ce qu'elle était illégale à l'honneur de Maurice Sisto parce que nous avons écouté cette audience. Qu'est-ce que la loi vient chercher là, puisque nous sommes au temps de la dictature où seul le grand dictateur faisait la loi? Mais la dictature ne veut pas dire qu'il y avait absence de loi. Même dans la dictature, il y avait par exemple une constitution, il y avait un code pénal, il y avait un code d'instruction criminelle, c'est-à-dire dire qu'on est dans... C'est un régime politique, mais qui n'est pas un régime juridique. Même dans les dictatures, il y a des lois. Le régime politique ne fonctionne pas en dehors du régime juridique. Je sens que c'est déjà comme une ouverture vers un débat c'est un sans planification et sans voilà. C'est pas encore le débat, mais ça c'est une discussion. C'est une discussion, voilà, on est sous la bonne voie. Et après cette activité-là? Ok, ça c'était sur le court terme. Sur le moyen terme, nous devons jouer le match retour avec la France. C'est-à-dire nous devons avoir une délégation au mois de juillet qui doivent se rendre en France pour aller jouer, peut-être leur donner encore une raclée chez eux en France parce que nous sommes des orateurs pour la francophonie, pas pour Haïti. C'est-à-dire n'importe quel pays, n'importe quel club dans la francophonie qui aimerait nous affronter, nous sommes prêts. Nous sommes déjà prêts, ils n'ont qu'à nous envoyer le sujet et nous sommes prêts aussi à leur transmettre le format gentil qui est le premier format qui a été créé par un nègre et aussi un haïtien. Pourquoi nègre? Pourquoi pas un haïtien tout court? Un nègre. Parce que moi j'accepte cette étiquette. On nous l'a mise. J'ai aucun intérêt parce que c'est un nègre qu'on a fait 1803. Ce sont des nègres qui ont fait 1803. On nous a appelés nègres. Moi, je n'ai pas intérêt à refuser le titre de nègre. Je suis nègre. On m'appelle nègre. Pourquoi pas des esclaves humains avant tout? Même quand nous savons que dans l'autre côté, ils disaient que les esclaves n'étaient pas des humains. Au contraire, je refuse l'esclave et j'accepte nègre. Parce que nègre fait référence à ma couleur. Oui, je suis nègre, je suis noir, vous m'appelez nègre. Mais me dire esclave, je ne suis pas esclave. Mais je suis d'accord que je suis nègre et je veux faire de ce nègre quelqu'un. C'est-à-dire, le nègre, lorsque vous me voyez, vous verrez toujours que je suis un nègre. Mais je ne suis pas une bête et je ne suis pas un esclave. Je suis noir dans ma peau. C'est la perception de l'époque. Et nous savons aussi que cette affaire de nègre, de blanc et tout le reste, ça nourrit tellement le racisme dans le monde. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est dans les faits. On peut le constater, on peut le vivre chaque jour. Bon, c'est un nègre, c'est un blanc.
les blancs sont racistes, les noirs sont racistes, les nègres sont racistes, tu vois. Alors il y a tout, en fait l'idée de parler de nègres, de blancs, de tout ça, ça charrie en fait avec soi quelque chose qu'on veut combattre, qui est le racisme aussi. Vous pensez qui veut combattre le racisme? Qui veut combattre le racisme? Mais Oui. il y a beaucoup d'organisations dans le monde qui disent non au racisme. C'est pas qui? D'où viennent ces organisations-là? Eh ben, elles sont mondiales, quoi. Écoute, franchement. Bon, mondial parce qu'on les a mondialisées. Et même je moi, n'en disconviens pas. j'ai soutenu mon mémoire sur ce sujet de mondialisation et j'ai évoqué deux concepts dans mon mémoire où j'ai parlé de mondialisateur et mondialisé. C'est-à-dire c'est encore cette même dichotomie, cette même verticalité parce que la mondialisation vient de l'Occident et on est en train de l'imposer au reste du monde. Tout comme la notion de nègre vient de l'Occident et beaucoup de ceux qui ne sont pas d'Occident l'acceptent. Oui, mais là, c'est un petit peu inverse parce que nègre, c'était pour nous dénigrer. Et en nous dénigrant, maintenant, moi, j'accepte le même titre, mais avec une autre image. C'est déjà intéressant. Parce qu'il y a déjà un grand exercice qui se fait. Généralement, quand on voit le nègre, on voit autre chose. Mais moi, je dis nègre et je change le contenu. C'est déjà intéressant, mais est-ce qu'on... Voilà, et pas en dehors de ces occidentaux-là qui continuent de nous voir comme ils nous voient. En fait, on va finir dans un instant. Il ne nous reste que 3 minutes. On vient de nous faire signe. 2 questions. Alors, une question et un message avant de clore l'émission là. La question, c'est comment est-ce que les téléspectateurs et téléspectatrices qui regardent à travers maintenant, qui vous regardent en tant que vice-coordonnateur, vice-secrétaire général. Absolument. Et aussi débatteur en or, parce que le 15 avril, j'avais gagné le prix d'éloquence et d'après les statuts d'éloquence Club de plaidoirie et le palmarès, le débatteur qui participe à une activité internationale et qui gagne un prix, il est débatteur en or. J'étais débatteur senior, je suis toujours le capitaine de l'équipe senior et maintenant je suis un débatteur en or. Oui. Superbe. Alors voilà, comment est-ce que les gens peuvent faire pour contacter le club Eloquence Club de plaidoirie, pardon? Des numéros, c'est le 39 39 55 55, 39 39 55 55, 39 38 60 00, 39 38 60 00. Ce sont des numéros sur lesquels on peut nous appeler. Si vous n'avez pas de site internet, vous n'avez oui, pas bien sûr, de page Facebook. On peut aller sur Facebook, on va taper Plaidorama. Plaidorama, c'est Plaidorama, Plaidorama. Tapez sur Google, vous allez avoir accès à notre site. Si on tape sur Facebook, on va trouver notre page. On peut liker, on peut sharer, on peut commenter et vous allez voir toutes nos activités. Très francisé. Bon, on est francophone jusqu'à présent et aussi créolophone. On n'est pas dans ce conflit entre les langues. Et aussi, on s'entraîne chaque dimanche entre 2h et 6h de l'après-midi au Collège Canado-Haïtien. Accès libre ou accès… Le premier jour, les gens peuvent venir et y voir. Et s'ils sont intéressés maintenant, ils auront à payer 250 gourdes comme frais d'inscription et aussi 1000 gourdes mensuelles parce qu'on vous donne environ 16 heures d'entraînement par semaine. Et après, vous aurez accès à nos formations. S'il faut des encadrements spéciaux, on le fait. Par exemple, on a un cours privé qui fonctionne entre les jeudis et les vendredis. Ce sont pour des nuls en débat et qui veulent avoir un renforcement, un soutien particulier. Un message particulier pour les téléspectatrices et téléspectateurs qui regardent à travers maintenant, Gabriel? Mon message particulier, je dis que, mis à part toutes les définitions qui sont données au débat, le débat, c'est une activité professionnelle avec laquelle on peut gagner sa vie parce que moi, je gagne ma vie avec le débat. Et je dis que, comme Maître Emmanuel Gentil a l'habitude de le dire, le fondateur du club, on ne naît pas débatteur, on le devient. Une fois qu'on le devient, il faut le rester. Et pour le rester, il faut s'entraîner continuellement. Alors, c'est ça mon message. Et j'attends tous ceux qui veulent être des débatteurs comme moi, comme Christelle Innocent, comme Kendali Jean-Baptiste, comme Stéphanie Jean-Pierre, comme Mickey Julien, comme Arthur Doné-Goguette et tant d'autres débatteurs. On dirait que toute l'équipe est dans la tête de Stevens Grégoire Gabriel. Puisque je suis le capitaine et aussi je suis le bêta du club, donc les bons chefs, ils prennent soin de leur troupeau. Effectivement, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation, Gabriel, de l'avoir répondu aussi. Merci d'avoir partagé avec nous les idées Merci à toi aussi, Ralph. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir été dans cette émission et c'est un espace qu'il faut préserver à travers le temps et les âges. Voilà, un espace à préserver. Merci d'avoir suivi à travers sur votre télévision, la télévision Pacifique, votre émission. On vous dit à bientôt pour une nouvelle sortie d'à travers. Au revoir.